Et pour commencer, j'aimerais commencer avec ce chiffre-là, 15%. Et 15% aujourd'hui, c'est la proportion de Français qui savent définir clairement ce que c'est que l'économie circulaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a retrouvé tout à l'heure pendant le tour de table. On a des niveaux de connaissances qui sont assez disparates. Mais globalement, le sujet de l'économie circulaire reste assez flou. Et pourtant, en face de ça, on a 100% des entreprises du CAC 40 qui ont pris des engagements sur le sujet de l'économie circulaire. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test sur votre moteur de recherche. Si vous tapez n'importe quelle entreprise du CAC 40 ou une grande entreprise et économie circulaire, ça marche quasiment à tous les coups. Et donc, on a une immense majorité d'entreprises qui s'engagent sur le sujet de l'économie circulaire. Et ça, c'est vraiment un excellent signal. Mais en face de ça, on a 15% de leurs collaborateurs seulement qui comprennent vraiment ce que ça veut dire. Et donc, comment est-ce qu'on passe de 15% à 100%? La première étape, c'est déjà de donner une définition claire de ce que c'est que l'économie circulaire. D'ailleurs, ça va être notre premier objectif aujourd'hui. On va essayer de passer de 15% à 100% au sein de notre groupe aujourd'hui. Et justement, pour définir l'économie circulaire, il faut d'abord comprendre le système dans lequel on s'est développé globalement depuis la révolution industrielle, qui est un modèle qui est dit linéaire, dans lequel on va extraire des matières premières, produire pour consommer, parfois pendant un temps très court, et jeter. Et ce modèle linéaire, il crée deux problématiques majeures. D'un côté, on a une raréfaction des ressources naturelles, et vous avez certainement déjà entendu parler du jour du dépassement, qui est le jour à partir duquel l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre met à notre disposition pour une année. En 2021, le jour du dépassement, il aura lieu le 21 juillet au niveau mondial, et en France, il a déjà eu lieu le 7 mai. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tous les humains vivaient comme des Français moyens, on aurait besoin de 2,9 planètes pour subvenir à nos besoins. De l'autre côté, on a une production exponentielle de déchets avec tous les impacts que vous connaissez, notamment sur la biodiversité et sur les océans. Et on sait qu'en 2050, si on continue à ce rythme, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et on sait aussi que déjà actuellement, dans certaines zones de la Méditerranée, notamment au nord du Cap Corse, on a déjà plus de plastique que de plancton dans les océans. Et a priori, ce n'est pas fini, puisque la Banque mondiale nous dit que si on ne fait rien, la production mondiale de déchets va augmenter de 70% d'ici à 2050. Et donc, si on doit définir de façon simple l'économie circulaire, Olivier a commencé à le faire tout à l'heure, on peut dire que c'est une utilisation intelligente des ressources naturelles pour vivre dans un monde sans déchets. Et pour ça, l'idée clé, c'est donc de boucler la boucle. Donc, on va faire entrer les matières, les ressources dans différentes boucles pour produire et réutiliser en permanence cette matière sans produire de déchets et sans utiliser de matière vierge. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, on va voir qu'il y a différents types de boucles. Ça, c'est un schéma qu'on appelle généralement le diagramme du papillon, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a été réalisé par la Fondation Ellen MacArthur et qui représente les différentes boucles en économie circulaire. Donc, on voit qu'il y a deux grands types de boucles. À gauche, les boucles vertes, qui représentent les matières organiques, qui vont pouvoir revenir directement dans les sols ou être transformées en énergie, avec des processus comme le compostage ou la méthanisation. Et à droite, les boucles bleues, qui sont des boucles dites techniques et qui concernent des matériaux qui ont subi des transformations, comme le plastique, comme certains métaux, et qui ne peuvent donc pas revenir directement dans les sols. Et donc, l'idée de l'économie circulaire, ça va être de faire entrer ces matériaux, ces produits dans différentes boucles qui permettront qu'elles ne deviennent pas des déchets ou le plus tard possible. On a un élément qui est important à regarder sur ce schéma, qui est la longueur de chaque boucle. Le principe de ce schéma, c'est que plus une boucle est longue, moins elle est vertueuse d'un point de vue environnemental. Et en sachant ça, ce qu'on constate sur la partie droite, c'est que la boucle la plus grande de ce schéma, c'est le recyclage. Pourquoi? Parce que pour recycler, on va venir utiliser de l'eau, de l'énergie. Et donc, dans une économie circulaire, on va toujours essayer de privilégier des boucles plus courtes, comme le réemploi ou la maintenance, qui sont plus vertueuses. Et justement, en parlant d'impact, il a été démontré que 70% à 80% de l'impact environnemental d'un produit, en fait, il peut être évité dès sa conception. Et on a un concept clé en économie circulaire qui est l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on va chercher à designer un produit en amont de façon à ce que tout au long de son cycle de vie, il ne génère pas de déchets et qu'il puisse entrer dans ces différentes boucles. Et je pense que Jean-Sébastien en reparlera tout à l'heure parce que c'est vraiment extrêmement intéressant la façon dont ils ont travaillé sur ces sujets de conception, notamment autour des casques chez Decathlon. Et pour illustrer ce concept, je vais vous donner un exemple qui est hyper intéressant sur l'éco-conception, c'est Fairphone. Fairphone, c'est un téléphone 100% modulable. C'est une entreprise hollandaise qui a été conçue pour être facilement réparable et évolutif. Donc, par exemple, si je casse mon écran de mon Fairphone, je peux recevoir directement une pièce détachée chez moi avec un kit de réparation et une notice explicative pour le réparer en autonomie. Et Fairphone, il lutte aussi contre l'obsolescence programmée puisqu'il
il propose de faire évoluer certains éléments du téléphone. Par exemple, si un nouvel appareil photo sort, je pourrais le remplacer facilement sans avoir à changer de téléphone, ce qui permet évidemment d'allonger la durée de vie du téléphone en le réparant ou en le faisant évoluer plutôt que de le jeter. On a un autre concept clé qui est présenté par le diagramme du papillon, c'est la différence entre utilisateur et consommateur. En fait, dans une économie circulaire, on va se focaliser plutôt sur l'usage du produit que sur sa possession. Et à ce sujet, il y a un exemple qui est très parlant et qui est celui de la perceuse. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais est-ce que vous savez la durée moyenne d'utilisation d'une perceuse tout au long de sa vie? Je ne sais pas si vous pouvez écrire dans le chat. Je ne vois pas vos réponses. Je vais vous le dire. En tout cas, c'est 12 minutes. 12 minutes, c'est la durée moyenne d'utilisation d'une perceuse tout au long de sa vie. Et donc, dans ce cas, on peut s'interroger sur l'opportunité et sur l'intérêt de posséder une perceuse plutôt que de la louer ou de l'emprunter pendant le laps de temps pendant lequel on en a besoin. Et je vais vous parler de notre exemple d'initiative d'économie circulaire après celui de Fairphone, qui est appliqué à un grand groupe et qui reprend cette logique de possession, enfin d'usage versus possession. Philips, ils ont créé une offre en B2B pour leurs clients professionnels qui s'appelle Light as a Service, dans laquelle ils ne vont plus vendre des ampoules à leurs clients, mais ils vont leur vendre des heures de lumière. Et ce nouveau business model, il s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Et la logique, c'est justement de sortir de la possession pour entrer dans une logique d'usage. Et ça, c'est des vrais vecteurs de croissance qui sont intéressants pour les entreprises et qui vont demander de nouvelles compétences. On pourra en discuter plus tard. Michelin s'y est mis aussi avec ses pneus pour les poids lourds, notamment. Ils ne vendent plus des pneus, mais des kilomètres parcourus. Decathlon, et Jean-Sébastien pourra en parler aussi, ils l'ont fait avec du matériel de trekking et je sais qu'ils ont d'autres projets. Adidas l'a fait aussi. En tout cas, c'est vraiment une source de revenus potentiels. D'un point de vue environnemental, on voit bien que Philips, ils ont intérêt à ce que ces ampoules durent le plus longtemps possible et donc qu'elles ne deviennent jamais un déchet. Et lorsqu'elles ne seront plus opérationnelles, comme il est toujours propriétaire de l'ampoule, il va devoir les récupérer et donc gérer leur fin de vie. Ça, c'est sur le plan environnemental. Sur le plan économique, ça permet aussi à Philips de produire moins d'ampoules. Et donc, potentiellement, si son ampoule est fiable, ça lui permettra d'augmenter ses marges sur le long terme. Et ça permet aussi de fidéliser ses clients puisqu'il va être en lien permanent avec lui. Il va pouvoir constamment lui demander si la teinte de la lumière lui convient, s'il faut remplacer une ampoule, s'il prévoit des extensions, etc. Il y a encore énormément d'exemples dont on pourrait parler, mais en 15 minutes, ça sera trop court. Je pense qu'il y a un point important à aborder, ce sont les drivers, ce que nous on appelle les drivers de l'économie circulaire, c'est-à-dire les grandes tendances qui poussent le développement de l'économie circulaire. Le premier, ce sont évidemment les clients, les consommateurs. On sait que la tendance à vouloir consommer de façon plus responsable, elle est très forte, et surtout dans les nouvelles générations, et encore plus depuis la crise sanitaire. Et donc, les entreprises, elles sont amenées par leurs consommateurs, elles sont tirées par leurs consommateurs à entrer dans les logiques plus vertueuses. Un petit exemple, peut-être chez Unilever, par exemple, les marques du groupe qui sont engagées dans le développement durable, elles ont une croissance qui est 46% plus rapide que les autres marques du groupe. Ce qui fait que 70% de la croissance d'Unilever aujourd'hui, elle est tirée par leurs marques durables. Le second élément, c'est la législation et l'accélération de la législation sur ces sujets. On a notamment la loi AGEC en France, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a vu le jour en 2020 et peut-être que vous voyez passer en ce moment des décrets d'application. Je vais être assez rapide là-dessus, mais globalement, elle prévoit notamment des mesures financières incitatives pour les entreprises, des systèmes de bonus-malus. Et le dernier élément qui fait le lien avec la thématique de notre rendez-vous aujourd'hui, dont on parle de plus en plus, ce sont les talents. Vous avez peut-être vu passer cette étude de l'ADEME de la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, qui nous dit qu'à offre égale, 78% des salariés opteraient pour une entreprise engagée pour la transition écologique. Et encore plus fort, sur le long terme, c'est 42% des Français qui souhaiteraient changer de métier ou se reconvertir pour avoir un impact environnemental. Alors, ça aurait été intéressant d'avoir ces chiffres avant la crise du Covid, mais on sent bien qu'il y a une vraie accélération sur ce sujet. Et encore une fois, cette tendance, elle est encore plus marquée chez les jeunes générations, avec des mouvements comme Pour un réveil écologique, dont vous avez certainement entendu parler, qui visent à faire pression sur les grandes entreprises pour qu'elles s'engagent dans la transition écologique. Et justement, on a discuté récemment avec André Prieto, qui vient de terminer son cursus à Polytechnique et qui est assez actif dans ce mouvement Pour un réveil écologique. Et lui, il nous disait que pour la première fois cette année, quand on interrogeait les étudiants de Polytechnique sur leur souhait de carrière, pour la première fois cette année, après avoir vu passer la finance ou le digital comme souhait de carrière, c'est le développement durable qui arrive en tête des souhaits et des vocations des étudiants de Polytechnique.
Et aujourd'hui, on parle beaucoup de sens au travail, de marque employeur, d'attractivité dans les ressources humaines. Et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer en tant que RH dans les organisations, parce que ce sujet de l'économie circulaire, il est vraiment à la croisée des chemins entre le business, l'innovation et les aspirations des collaborateurs. Et justement, pour ces collaborateurs qui ont envie de s'engager, il y a toute une série de nouveaux métiers et de nouvelles compétences qui sont à développer, et même certains qui restent à inventer, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais globalement, ce que nous dit la feuille de route économie circulaire du gouvernement, c'est que si on suivait le plan qui est fixé par le gouvernement sur l'économie circulaire, on aurait une création de 300 000 emplois. Et ce qu'on sait déjà, c'est que le recyclage crée beaucoup plus d'emplois que l'enfouissement ou l'incinération des déchets, et la réparation crée encore plus d'emplois que le recyclage. Et si on regarde peut-être l'impact de l'économie circulaire sur les métiers et dans les entreprises, on peut dire plusieurs choses. On peut regarder le cas de L'Oréal, qui est assez intéressant. L'Oréal, ils ont créé l'année dernière un fonds de 50 millions d'euros pour financer des projets d'économie circulaire. Donc, c'est un axe fort de leur stratégie. Et on a discuté avec Alexandra Pals, qui est leur VP sur le développement durable. Et ce qu'elle nous a expliqué, c'est que la première étape pour L'Oréal pour s'engager dans l'économie circulaire, ça avait été de former l'ensemble des collaborateurs pour prendre en compte la dimension environnementale. On a d'autres études, notamment menées par Philips, H&M et d'autres grands groupes avec la Fondation Ellen MacArthur, qui ont le même son de cloche et qui nous disent qu'après avoir travaillé le sujet, leur première conclusion et leur première recommandation, c'est de permettre à tous les collaborateurs de l'entreprise d'avoir une vision claire des principes de l'économie circulaire et de comprendre comment est-ce que ça peut s'appliquer à leur organisation. Ensuite, vous l'avez certainement compris à travers les exemples qu'on a choisis, dont on a parlé, ce qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est qu'elle concerne l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises. Le schéma que vous voyez ici, ce sont les 7 piliers de l'ADEME, de l'économie circulaire. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France. Je vais essayer d'être assez rapide sur ces métiers, mais globalement, à chaque niveau de la chaîne de valeur, on va avoir des métiers qui vont être impliqués. Si on prend les approvisionnements, l'approvisionnement durable, on va avoir les acheteurs, évidemment, qui vont devoir inclure des critères environnementaux dans leur grille de décision. Il y a notamment un outil qui est intéressant à regarder pour eux qui s'appelle le Total Cost of Ownership, ou le coût total de possession en français. Et le but, c'est d'étudier non pas uniquement le prix d'achat d'un produit, mais bien tout le coût global pendant sa durée d'utilisation. Et ça inclut évidemment la longévité de ce produit, la consommation d'énergie qu'elle va générer, sa capacité à être réparée plutôt qu'à être remplacée, le coût de son traitement en fin de vie, etc. Évidemment, on a aussi les designers qui ont un rôle vraiment, vraiment crucial à jouer dans cette transformation à travers l'éco-conception. Un entrepreneur de l'économie circulaire nous a dit un jour que le déchet est une erreur de design. Et je trouve que c'est intéressant comme réflexion. L'idée, c'est de se dire que ceux qui sont en charge de la conception, ils doivent, dès le départ, intégrer cette dimension environnementale en imaginant leurs produits pour qu'ils ne deviennent jamais un déchet. Et je vais aller assez vite sur les autres métiers, mais ce qui est important, c'est de se dire que cette composante du design, elle va se retrouver à tous les niveaux du cycle de vie. Si on pense au service après-vente, à la réparation ou au reconditionnement, si le produit n'a pas été designé pour ça, on aura du mal à le faire rentrer dans une boucle, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, ça va également évidemment impacter tous les services, y compris les services support comme la finance, qui vont devoir créer des nouveaux instruments de mesure et de définition de la rentabilité, notamment quand on va rentrer dans une logique d'économie de la fonctionnalité comme Philips, qui va falloir se doter d'outils de calcul pour comprendre les marges qu'on va pouvoir générer grâce à cette économie de la fonctionnalité, qui vont plutôt être sur le moyen terme ou le long terme. Donc, vous le voyez rapidement, l'économie circulaire, elle peut transformer assez largement une organisation et on imagine bien tout le potentiel d'innovation qui sont liés à ces transformations. Mais au-delà de ces savoir-faire qu'on voit sur l'écran, il y a un ingrédient qui est indispensable pour entrer dans une économie circulaire et qui est plutôt de l'ordre des soft skills, c'est la capacité à collaborer tout au long de la chaîne de valeur. Et si on prend le pilier de la réparation des produits, comme on l'a vu avant, il faudra en amont évidemment que le produit soit pensé pour être réparé, comme on l'a vu sur Fairphone. C'est la même chose pour la logistique. Dans le recyclage, on aura besoin de récupérer et de collecter les produits en fin de vie, mais ce sera aussi le cas pour pouvoir assurer un service de réparation efficace. Ce sera aussi le cas dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité, etc. Et donc, il faudra avoir une collaboration et une transparence à tous les niveaux de la chaîne. Et un exemple qui est intéressant à regarder en matière de collaboration, c'est celui des Pays-Bas. Alors, c'est historique aux Pays-Bas. Ça vient de la construction des canaux et des moulins notamment. Ils ont eu besoin à cette époque-là de collaborer avec tous les maillons de la chaîne pour bien comprendre les impacts
sur chacun des acteurs économiques. Et donc, ils se sont forgés une vraie culture de la transparence et de la collaboration et qui se retrouvent aujourd'hui dans leur culture d'entreprise. Et c'est un des éléments qui explique notamment que les Pays-Bas, ils sont aujourd'hui parmi les pays les plus avancés en termes de démarche d'économie circulaire. Et d'ailleurs, ils ont des objectifs très ambitieux, notamment celui de diviser par 2 leur utilisation de matières vierges d'ici à 2030. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Fairphone. Fairphone est une entreprise hollandaise. Je vous ai parlé de Philips aussi. Philips est aussi une entreprise hollandaise. Donc, en résumé, pour conclure, et si on récapitule un peu ce qu'on vient de se dire, on a en premier lieu un immense besoin d'acculturation et de sensibilisation autour de ces sujets d'économie circulaire pour passer de 15% à 100% et donc permettre de traduire les engagements des entreprises en projets concrets. Ensuite, on peut se projeter dans son organisation et imaginer quels vont être les changements si mon entreprise devient 100% circulaire. Qu'est-ce que ça va impacter, notamment sur mon offre de produits et de services. Et puis, la dernière étape, évidemment, c'est d'identifier quels métiers seront impliqués dans ces transformations et les accompagner pour leur développer, pour les aider à développer leurs compétences dont ils auront besoin. Je crois qu'il me reste 1 minute. Très rapidement, je vais finir sur une citation que j'aime particulièrement, qui est celle de Yukio Mishima, qui nous dit que ce qui change le monde, c'est la connaissance, et rien d'autre. Rien ne peut transformer le monde. Et merci beaucoup à tous. Je vais vous donner dans le chat 2 éléments. Mon adresse mail, si vous voulez aller plus loin sur l'économie circulaire. Et puis, je vous enverrai aussi le lien vers notre formation à l'économie circulaire qui, on l'espère, permettra de passer de 15% à 100%. Merci à toutes et à tous. Avec beaucoup d'humilité et ce que je vais vous raconter, c'est plutôt une histoire, un fil rouge, quelques convictions. Et donc, tout est à prendre beaucoup avec des pincettes, avec votre propre esprit critique et pour vous faire votre propre opinion. C'est hyper important quand on vient témoigner pour ne pas prendre tout ce que je vais vous dire comme des vérités absolues. Je veux juste rappeler un petit truc. Olivier, tout à l'heure, tu disais que le premier ouvrage est paru en 2009 sur l'économie circulaire. Et en fait, depuis les travaux du Club de Rome, donc c'est le rapport Meadows, 1970, qui est pour moi la vraie date, je dirais, à partir de laquelle il y a eu des vraies bases de poser sur les projections des externalités négatives que pouvait générer cette économie linéaire. Et c'était à une époque où finalement il y avait assez peu de capitaux financiers, il y avait pas mal de capitaux humains et de capitaux naturels. Et aujourd'hui, on voit que les capitaux naturels ont fondu et continuent à fondre à vitesse grand V. Les capitaux économiques, on en a trop, puisqu'on emprunte des grandes structures à taux négatifs. Et les capitaux humains sont en train d'être malmenés. Donc, il y a un vrai chamboulement total qui a pu être annoncé et qui est un rapport qui est intéressant à relire aussi et qui donne du dynamisme. Et la note positive là-dedans, c'est que je pense qu'il y a une société qui s'appelle Interface, que Clément et Circulaire connaît très bien. Et Interface, qui est encore aujourd'hui le leader mondial du revêtement de sol, c'est dans ces années-là, dans les années 80, 90, ils ont décidé de devenir neutres en carbone en 2020. Et en fait, ils y sont arrivés. Ils veulent aller plus loin aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en mettant en place des stratégies ambitieuses sur ces sujets-là, en fait, on peut y aller. On peut vraiment transformer la donne. Et il y a moult exemples qui existent sur le sujet. Donc là, en un quart d'heure, on va parler de trois sujets. Le fil conducteur, ça va être le projet Zéro Casque Jeté, sur lequel je vais vous redonner un peu de contexte. Les impacts sur les métiers, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis une petite conclusion, ouverture. Moi, j'aime bien justement vous faire réfléchir et puis me faire réfléchir en même temps, puisque ces sujets-là ne sont jamais terminés. J'ai mené avec mon équipe il y a 2 ans un projet chez Decathlon. Alors, je replace juste Decathlon parce que j'étais dans une petite room où il y avait aussi des internationaux. Et donc, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Decathlon. Decathlon, c'est une entreprise qui conçoit, produit et distribue des articles de sport, qui est née en France, qui est maintenant internationale dans beaucoup de pays. Je ne donnerai pas le chiffre exact parce que ça évolue tous les jours. Voilà, on est né en 76 dans le nord de la France. Et j'ai mené depuis 2 ans un projet qui s'appelait Zéro produit jeté, avec l'ambition d'éradiquer tout simplement, et donc de suivre cette utopie réaliste, qui est le fait de ne plus jeter aucun produit dans nos magasins, parce qu'on jette des produits pour plein de raisons, pour en discuter en clôture, mais l'idée c'était de récupérer tous ces produits qu'on jette, les étudier, trouver des solutions. C'est aussi simple que ça. Et donc on a trouvé plein de solutions très chouettes, curatives.
fait maintenant chez Decathlon de la revente d'occasion de ces produits. On a mis en place des process de réparation qui étaient absents, parce qu'on a des ateliers de réparation dans tous les magasins Decathlon depuis 35 ans. Mais par exemple, des process comme la couture avaient été abandonnés, on les a remis au goût du jour. On a travaillé le don, qui a été un process pas très établi chez Decathlon et qui permet de prolonger la durée de vie du produit quand il n'a plus de valeur marchande. Et puis, des gros travaux au niveau du recyclage. Et donc, c'est chouette. Aujourd'hui, grâce à ces projets, on évite à la poubelle à peu près 8 produits sur 10 dans nos magasins. Donc, on est content. Mais en fait, on voulait aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, et Clément l'a bien exprimé, quand il y a une erreur dans le design, ce qu'on arrive à mettre en place en termes de solutions curatives, ça merdouille toujours un petit peu. Et pour la plupart du temps, pour des raisons économiques. Parce que quand on ne prend pas en compte la fin de vie du produit dès la conception, bien souvent les solutions pour éviter l'incinération ou l'enfouissement, parce que c'est ça qui arrive quand on ne fait pas autre chose que de recycler, réutiliser, donner, etc., ça coûte très cher. Parce qu'en fait, vous connaissez ces courbes-là, ça s'appelle les taux de détection d'erreur. Plus loin vous détectez l'erreur dans votre modèle, plus il vous coûte cher. Et avec la fin de vie du produit, c'est pareil. Donc on s'est dit, on va aller plus loin. Et on a mis en place le projet Zéro casque jeté en partant du casque. Je vous passe les détails de pourquoi, on pourra en discuter si vous êtes curieux. Mais c'est un petit peu au pif, avec de l'intuition, mais il fallait bien partir d'un produit et surtout de faire concrètement des choses. Et du coup, on a mis en place ce projet. L'idée, effectivement, c'était à la fois de retravailler la conception pour amener chez Decathlon et débroussailler cette compétence du concevoir recyclable. Donc, on a créé ce casque qui a été conçu pour un utilisateur vélo et trottinette en ville. Un casque, donc du coup, 100% démontable, 100% recyclable. C'est une première mondiale sur ce type de matériaux, puisque comme énormément de produits de consommation, et pas de produits que de sport, mais quand vous regardez chez vous là et que vous tournez la tête, on va dire qu'à peu près 95% des produits qui vous environnent sont des assemblages de composants multimatériaux non séparables. Et donc tout ça, on fait cramer ou on enfouit à la fin de la vie. Et donc le vrai sujet, il n'y a pas 3000 solutions quand on recommence à concevoir, en tout cas pour notre secteur d'activité. C'est le sujet du démontage, donc comment je crée et j'isole les composants pour ensuite, matière par matière, pouvoir les recycler. Et puis surtout, on a commencé à parler d'économie de la fonctionnalité avec Philips, avec Michelin, etc. Effectivement, l'idée via ce modèle, puisque faire de l'économie circulaire dans un modèle linéaire, on voit rapidement qu'on arrive à sa limite. Et chez Decathlon, on a encore un modèle économique centré sur ce qu'on appelle sur les moyens, c'est-à-dire dans le cas d'un casque, moi, mon modèle économique qui tourne et je gagne de l'argent et mes actionnaires aussi, quand je vends beaucoup de casques. Et en fait, quand on est centré sur les moyens, du coup, on n'est pas forcément intéressé à ce moment-là, et notre modèle économique n'est pas forcément intéressé directement par la prolongation de la durée de vie du produit, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'en vendre beaucoup. Dans un modèle centré sur l'effet, et en l'occurrence l'effet du casque qu'on a envie de générer pour cet utilisateur-là, c'était de changer de mobilité. Donc on a monté un modèle économique qui passait de « je te un casque à je te vends un changement de mobilité, qui est vraiment l'effet recherché par les utilisateurs, de laisser sa voiture au garage et d'essayer quelques fois par jour, par semaine ou toute la semaine, d'avoir une mobilité plus douce. Et du coup, on était vraiment centré sur l'effet recherché. Je pourrais revenir un peu dans le détail sur les résultats, sur là où on en est, etc. en conclusion, mais je vais du coup centrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui et je vais balayer quelques métiers, quelques parties de l'entreprise qui effectivement, avec l'arrivée de ces problématiques, de ces nouvelles manières de voir le monde et de transformer nos modèles, mais pas seulement économiques, c'est nos modèles mentaux aussi. Une petite anecdote, Clément parlait d'un pilote qu'on a mené pour louer du matériel de trekking. Le trekking, en fait, c'est la pratique de la randonnée en nature. Voilà, vous partez une semaine ou quelques jours avec sac à dos et tout le matériel en autonomie, et puis vous marchez dans les Alpes. Et on a mis donc en place un modèle de location autour de ça. Eh bien, quand on allait raconter ça à des clients qui étaient dans un modèle mental, je dirais, actuel, de possession, de je viens faire mes courses chez Decathlon, je remplis mon caddie, ça me fait 600 balles, je peux aller faire du trek. Même quand on leur explique que, en fait, nous, on a une offre à 25 € par jour avec le même matériel et même plus haut de gamme. Et puis en plus, du coup, comme ça ne leur appartient pas, ils ne sont pas obligés de les garder chez eux. Il y a tout un tas d'effets bénéfiques pour eux.
Et ben, les modèles mentaux sont ainsi constitués autour de la besoin de propriété, qui emmène autour du statut social, de ma reconnaissance dans la société, que finalement, à la fin, eh ben, il y en a pas mal qui achètent. Et donc, c'est une transformation totale, non pas simplement de Decathlon, non pas simplement des modèles d'entreprise, mais du modèle de société en entièreté. Et donc, les amis, ce n'est pas un petit sujet et faut qu'on y aille et pas tout seul. Donc, dans les métiers, cette anecdote étant dite, la conception, bien évidemment, Clément en a rapidement parlé et je l'ai un peu illustré par les efforts qu'on doit faire. Aujourd'hui, même si en école d'ingénieur, on apprend à réaliser une analyse fonctionnelle, et dans une analyse fonctionnelle, à la fin, il y a bien comment je gère la fin de vie. Clairement, au vu des produits qui se trouvent sur le marché, ce n'est pas un sujet. Et d'ailleurs, toute la société entière s'est bien organisée. Ça coûte toujours, ou au grand, à 99% moins cher, de tout enfouir ou tout incinérer. Donc c'est super bien fait, ça incite personne à travailler autrement. Et donc, quand on veut y aller, il faut non seulement changer la conception, mais aussi changer le modèle pour que tout ça soit vertueux pour toutes les parties prenantes autour des entreprises. Donc, il y a le comment concevoir recyclable, et ça s'intéresse, ça c'est très spécifique aux différents corps de métier, parce que le comment concevoir recyclable un casque, c'est pas le comment concevoir recyclable une voiture. Il y a aussi ce sujet de comment intégrer de l'innovation et de l'incertitude. Je vais y revenir juste après, mais dans une entreprise comme Decathlon, on a des métiers très efficients. On conçoit des produits depuis 20-25 ans. On a des fiches métiers. Donc, je ne sais pas si dans vos cabinets RH, dans vos entreprises, vous avez ça pour garantir l'efficience du geste, etc. Et ben, quand on doit transformer un métier, si on ne laisse pas cette part-là à un peu d'innovation et à un peu d'incertitude, en fait, le métier se transforme pas ou très peu. Et donc là-dessus, sur ces métiers de la conception, c'est l'expérience qui nous dit, encore une fois, je n'ai pas la vérité, mais cette part est extrêmement importante pour que les métiers en agilité et en dynamisme puissent aussi s'auto-réinventer, parce que celui qui fait, c'est celui qui sait. Et donc, si on lui laisse un petit peu de temps pour s'inspirer, pour s'auto, finalement, alimenter en dynamique, ça fait des métiers qui évoluent plus naturellement. Et puis également un point important qui est une anecdote, mais on voit fleurir sur le marché beaucoup de produits avec des mentions 100% recyclables. Voilà, donc j'ai une petite boîte de déo à la maison, c'est génial. Sauf qu'en fait chez moi j'ai une poubelle noire et une poubelle carton et bouteille. Et donc ce petit flacon de déo 100% recyclable ne sera jamais recyclé. Et donc c'est important quand on change le sujet et qu'on va au bout du geste de concevoir un produit recyclable, c'est bien aussi de s'assurer de la filière et de la durabilité, je dirais, de la manière dont il va être recyclé. Sinon, encore une fois, comme le disait Clément, les boucles ne sont pas bouclées. Tu as parlé de collaboration, et dans l'économie de la fonctionnalité, il y a une approche qui a été théorisée il y a une quinzaine d'années qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui s'inspire de beaucoup de modèles de collectivités. Donc, tu as pu parler en Hollande et aussi d'entreprises comme Michelin, comme Biodiversity, comme plein de boîtes. Et il y a une différence assez structurante, en tout cas, et ça, c'est un impact direct sur nos métiers, c'est qu'on parle beaucoup de collaboration, qui vient du latin collaborare, donc travailler avec. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a appris avec cette approche-là, c'est coopérer, c'est co-construire avec. Et en fait, dans le changement des mindsets, des métiers et des compétences, ça veut dire que on est prêt à lâcher un petit peu de conviction, à lâcher un petit peu, et vous le voyez en dessous, parfois de valeur, parce que dans la coopération, on se rend compte que on a des parties prenantes autour de nous. Si on les fait mourir dans cette espèce de guerre capitalisme néolibéral, de part de marché, de pouvoir bouffer les gros, les petits, les machins, si on ne prend pas soin des parties prenantes qui sont essentielles au sens qu'on véhicule avec l'entreprise, et parfois, ça déséquilibre notre modèle aussi en son sein. Et du coup, dans la co-construction, ce qui est intéressant, c'est quand l'un gagne, l'autre gagne. Michelin, t'en parlais tout à l'heure, Clément, très rapidement, quand on facture au kilomètre parcouru, eh bien, Michelin a tout intérêt que les pneus durent le plus longtemps possible, puisqu'à chaque kilomètre supplémentaire généré, c'est autant de marge pour l'entreprise. Et le constructeur également, puisque avec l'offre de Michelin, ça lui permet de faire beaucoup d'économies de carburant et également des économies sur de la prime d'assurance, puisque leurs chauffeurs, avec l'offre complète de Michelin, ont beaucoup moins d'accidents. Donc il y a une forme de win-win réel qui s'installe, et c'est vraiment intéressant à étudier. J'aime bien ce petit schéma de très rapide entre économie linéaire et économie circulaire. Il est un peu grossier, mais ça me permet d'illustrer en fait que dans notre modèle linéaire, effectivement, ça touche à peu près tout. Et surtout, il y a d'énormément nouvelles compétences à apporter. Et chez Decathlon, nous, on était très linéaire, donc c'est en haut. Quand aujourd'hui, on veut créer de la boucle, quand on veut créer de la revente,
eh ben, ça veut dire que c'est un flux inverse. Quand on veut créer du reconditionnement, c'est des compétences, des partenaires, différents métiers. Quand on veut créer du recyclage, c'est des expertises, c'est de la technique. Et bah, ça, effectivement, alors ça ne fait pas toujours des nouveaux métiers en tant que tels, mais par contre, c'est à chaque fois de la compétence à ajouter. Et un petit point à donner qui est vraiment structurant, c'est que toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences, parfois on a tendance à croire, et je pense que c'est un poil utopique, de se dire que on intègre des nouveaux enjeux, mais finalement on staffe pareil à peu près. Et en fait, ce que je me rends compte avec ces quelques années d'expérience sur ce sujet, c'est qu'en fait ces enjeux sont suffisamment velus, complexes et pas toujours apporteurs de cash à court terme euh, pour absolument surveiller le fait que les entreprises, je pense, ont besoin d'avoir une vraie surveillance de leur qualité d'exploitation. Comment je peux exploiter mon modèle actuel pour me payer un futur, parce que sinon, autant débrancher et fermer l'entreprise tout de suite. Et soigner la partie exploration, notamment autour de ces métiers qui changent et qui évoluent, parce que bien souvent, on tente de faire les deux à la fois. Et des crises comme le Covid nous rappellent qu'en fait, on est très fragile et que ces modèles qu'on a construits sont très peu durables et très peu résilients. Et qu'en fait, ça nous ramène fort dans le court terme et qu'on n'a plus de place, on n'a plus de temps à cette nécessaire exploration autour de ces sujets-là. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que ça a pu impacter en direct chez Decathlon? Et cette liste n'est non exhaustive. On avait en magasin des responsables service client qui s'occupaient du service client en général et des services proposés par le magasin. Et aujourd'hui, ils ont basculé, leur métier a basculé en responsable service client et économie circulaire. Donc, on intègre ça en plein face aux clients pour expliquer aussi, on veut jouer notre part dans les 15% dont parlait Clément, jouer notre rôle pour que justement nos collaborateurs puissent à leur tour, une fois qu'ils ont compris, expliquer aux clients en quoi on souhaite transformer le modèle, puisque c'est un espèce de jeu de Go où on a besoin d'eux aussi pour cautionner certaines ambitions que l'on a et ainsi continuer à véhiculer notre sens. Responsable flux retour, ça n'existait pas, c'est un peu lié au schéma que je présentais tout à l'heure. Comme notre flux, il allait toujours dans un sens, finalement le flux retour il était quasi inexistant. On a des leaders seconde vie qui commencent à émerger, puisqu'on a des politiques fortes. Maintenant, zéro produit jeté, c'est complètement déployé dans toute l'entreprise et j'étais très orienté magasin. Et maintenant, on a des interdictions de destruction en production, dans nos entrepôts, etc. Donc, ça a fait émerger aussi de nouveaux métiers, de nouveaux rôles. Des relais, qui sont plutôt des rôles. Le relais développement durable magasin, qui aujourd'hui a la responsabilité sur son magasin d'écrire le projet développement durable du magasin. Alors, ça emmène bien évidemment la partie produit avec les déchets, mais aussi l'énergie, le transport, la mobilité des collaborateurs, des clients, les événements éco-responsables, etc. La partie gestion des déchets, qui était peanuts chez Decathlon il y a encore 3-4 ans. Là, maintenant, on commence à monter en expertise très fortement sur ces métiers-là. Et puis effectivement, un nouveau pôle qui s'est ouvert il y a 2 ans d'ingénierie en éco-conception, où là, en interne, on a des ingénieurs qu'on dit cross, donc qui viennent former les autres ingénieurs sur ces nouvelles compétences clés dont a parlé très brièvement Clément tout à l'heure. Et du coup, pour finir en 1 ou 2 minutes, en conclusion et ouverture, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, nos modèles poussent à l'efficience. Donc, dans notre société linéaire, les modèles commencent à être rodés. Les écoles de commerce forment à grands braquets des étudiants sur des business plans hyper bien ficelés, dans un modèle connu. Donc, voilà, on est très efficient. Et puis, après, on touche des cases et puis on s'amuse. Mais en fait, se réinventer l'est pas. Ce que je veux illustrer ici, c'est qu'on est en train de vivre un bouleversement sociétal. Et en fait, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de zones de flou, il y a des peurs, il y a des craintes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en exemple. Je crois qu'il est structurant, si les entreprises veulent viser la durabilité et la résilience, c'est de laisser une place à cet inconnu, de laisser une place à cette peur. Et ça veut dire aussi que dans les comptes d'exploitation économique, tu parlais de L'Oréal tout à l'heure, c'est 50 millions d'euros, il faut absolument les protéger pour qu'au moins de coups de vent, au moins de coups de Trafalgar, à la moindre crise Covid, parce qu'on va en avoir d'autres, des crises comme celle-là, eh bien, on ne vienne pas rechercher les 50 millions d'euros et finalement reperdre, entre guillemets, 2 ou 3 ans pour se transformer. Ça, c'est une autocritique que je fais aussi vis-à-vis de Decathlon et de nos modèles. Et j'entends modèle économique, mais ce que je disais tout à l'heure, j'entends aussi modèles mentaux. On a encore énormément de mal à lâcher notre confort. On sait, mais c'est encore assez difficile. Et on a toute une partie également de la population que je rencontre très souvent dans nos magasins
qui ont beaucoup de craintes, qui ont aussi cette fameuse balance qui a été très médiatisée en France entre fin du mois et fin du monde. Et donc, ce sujet environnemental, il est aussi et avant tout social. J'aime bien rappeler que la Terre n'a pas besoin de nous, en fait. Et que par contre, nous, on a vraiment besoin de notre planète. Et là-dessus, ces modèles-là qui sont en plus des modèles hyper énergisants, plus souvent justes, plus équitables, faut y aller, quoi. Et puis du coup, peut-être en conclusion, c'est pas vraiment une citation, mais c'est par rapport aux entreprises. Je crois qu'en plus, par rapport au talent, tu parlais Clément, des 300 000 emplois, des jeunes de Réveil écologique, qui sont des jeunes absolument incroyables que j'ai rencontrés il y a pas longtemps là. C'est plus le temps, par contre, de dire on va le faire. C'est super que toutes les entreprises du CAC 40 se soient engagées sur des objectifs. OK, mais maintenant, les candidats qu'on reçoit, c'est pas simplement ce qu'on va faire, mais voilà ce qu'on fait. Et il y a une grosse différence, bien évidemment, ce qui vous sépare de la réalité des choses et d'un réel sens de transformation à du greenwashing ou du social washing. Et on n'est jamais parfait sur ces sujets-là, jamais. Par contre, il faut prouver qu'on avance par des actions extrêmement concrètes et pas simplement par des presses d'un service RSE, tout intéressant qu'elles peuvent être.